Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MO sur TV5 Monde. Fouad Boussouf, bienvenue à vous. Vous êtes chorégraphe, directeur du Centre chorégraphique national du Havre, en Normandie, en France. Votre dernière création s'appelle Up, avec Gabriel Majou au violon et Paul Molina qui jongle avec son ballon, presque comme Diego Maradona, MOE en mode Coupe du Monde donc. Autre spectacle dont on parlera, Yes ou encore Nas. Plusieurs de vos créations tournent à travers le monde, France, Royaume-Uni et bientôt au Cambodge. Metin Arditi, bienvenue. Vous êtes écrivain. Votre nouveau roman Bosphore Tango est publié aux éditions Grasset. Et puis Aïda Asgharzadeh, bienvenue. Vous êtes autrice, comédienne. Votre pièce Le Dernier Cèdre du Liban est actuellement à l'affiche au Théâtre de l'Œuvre à Paris, avant une tournée au Festival d'Avignon au mois de juillet. Dans le sud de la France, après les poupées persanes, vous vous éloignez de l'Iran pour nous plonger dans les dernières années de la guerre civile libanaise à travers un lourd héritage, on va le voir. Alors c'est l'histoire d'Eva, une adolescente impulsive, abandonnée par sa mère, qui un jour reçoit en héritage des cassettes audio. On regarde un extrait de votre spectacle. Votre mère vous a légué un héritage plutôt particulier. Un jour, tu seras en train de devenir un homme ou une femme. Tu seras peut-être fragile ou fort et sans doute en colère. Je te promets de ne te dire que la vérité, qu'elle te plaise ou non. Le Dernier Cèdre du Liban, Aïda Asgharzadeh. Comment est né le personnage d'Anna, l'image du personnage de cette adolescente? D'Eva, de l'adolescente, oui. Alors, le personnage d'Eva est né après. En fait, dans un premier temps, je voulais parler des photoreporters de guerre. C'était suite au décès de Camille Lepage, oui, qui est décédé en Centrafrique et qui est décédé très jeune. Et donc je me suis souvenu que moi-même, c'est un métier qui m'avait énormément intriguée adolescente. Et puis j'ai fait autre chose. Et je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui on prend encore ce risque, le risque de sa propre vie à 26 ans au front? Et vous questionnez le métier de reporter de guerre. Vous avez dit que vous aviez voulu le faire. Il vous fascine, pourquoi? Parce que il laisse des traces, ce métier, il ne laisse pas indemne. Et la question, c'est est-ce que ça en vaut la chandelle? Oui, alors ça, j'espère que oui, parce que déjà, merci pour tous les reporters qui font ce métier. Il y a quelque chose qui m'intriguait énormément dans ce mélange d'humanisme extrême, mais aussi, j'imagine, quelque chose de très personnel, de très viscéral. Et de sacrifice, peut-être aussi, d'abandon, jusqu'à abandonner sa propre fille. Oui, mais il y a aussi comme une dépendance envers ce métier, d'adrénaline qui est recherchée, en tout cas dans le personnage de la mère. Donc c'est toute sa vie, et effectivement, donc j'ai pris cet axe-là. Puis je me suis dit, mais moi, ça m'intéresse de parler de transmission aussi, d'héritage. On l'a vu avec les poupées persanes. Et donc j'ai créé ce personnage d'Eva, qui est donc sa fille, la fille qu'elle n'aura pas élevée, pour justement questionner comment on devient dépositaire de tout ça. Alors sur le métier de reporter de guerre, elle dit, Anna, j'y voyais l'altruisme, la culture, l'aventure, la liberté, l'adrénaline, vous l'avez dit, et une indépendance absolue. Alors Eva, cette adolescente, elle est placée dans un centre fermé. Beaucoup de colère chez cette jeune fille. Oui. Vous avez employé un autre mot dans la présentation et j'ai beaucoup aimé, parce que je dis souvent le mot colère qui peut être un peu négatif, mais elle a quelque chose, oui, d'abrasif, de blessé. C'est un animal à l'aile cassée, en fait. Et elle ne veut que être aimée, mais elle ne l'a pas été dès le départ, puisqu'elle n'a pas de mère, elle n'a pas de père. Donc oui, c'est quelqu'un de très complexe comme personnage. Elle reçoit donc ses cassettes en héritage. C'est un huissier, hein, on l'a vu au début de l'extrait qu'on a vu, qui lui apporte ce lourd passé dans des petites cassettes audio que beaucoup d'entre nous connaissent. Comment va-t-elle gérer, cette gamine? Alors j'aimais l'idée de ramener la cassette audio parce que c'était sa première connexion avec sa mère. Elle n'a pas de photo, elle n'a pas de visuel de cette femme, et d'un coup elle entend une voix. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça fait d'entendre une voix alors qu'on n'a pas l'image? Et c'est rare, surtout de nos jours. Et donc elle va entrer dans cette intimité. Donc c'est à la fois très violent, je trouve, d'entendre une voix, un timbre, un ton, et en même temps très énigmatique. Donc c'est à Eva de construire l'image qu'elle va se faire de sa mère à partir de cette voix. Quel corps elle va lui donner, quel rythme elle va lui donner. Elle ne connaît pas son père.
cette gamine. Vous explorez dans cette pièce le lien mère-fille. Comment elle essaie de se construire, Eva, justement, à travers ce lourd passé? C'est un passé qui vient à elle. Elle l'a pas recherché. Comme vous le dites, c'est un notaire qui va lui dire bon bah voilà ton héritage. Et malgré elle, elle va devoir le faire à un âge qui est charnière et à un moment qui est charnière aussi parce que son éducateur au début lui dit il faut que tu arrêtes les conneries, sinon ça va être maintenant tu vas devenir majeur bientôt et ce sera la prison. Donc c'est très important qu'elle puisse se construire. Et elle va être épaulée par un autre adolescent qui s'appelle Nassim et qui est son pendant. C'est-à-dire qu'autant elle est en colère, autant Nassim est drôle et bienveillant et doux et parfois attentionné. traducteur, puisque sa maman lui laisse des petits mots en arabe, on ne va pas tout raconter. Alors vous aimez le rythme et ça se sent, c'est impressionnant franchement. On change de lieu, de temporalité, il y a des transitions très rapides. C'est important pour vous ce rythme dans l'écriture, ces va-et-vient dans le passé, dans le temps, dans les lieux? Oui, parce que j'écris une pièce sans me poser la question de ce que ça donnera au plateau. C'est l'histoire qui prime avant tout, et c'est l'histoire de ces deux femmes, et donc j'ai besoin qu'elles évoluent en même temps. Et donc j'ai fait des allers-retours incessants pour voir l'impact de l'une sur l'autre et l'empreinte que ça laisse. Et après, effectivement, j'aime bien ce rythme-là. En plus, les scènes sont assez courtes parce que c'est des femmes en ébullition, donc je ne pense pas qu'elle puisse s'épancher dans la parole. Donc les répliques sont assez courtes. Ouais, c'est ça, les voilà, échanges. c'est ce qui a besoin d'être dit est dit, le reste est joué ou est vécu. Et ensuite, Nicolas Carton a choisi dans la musique, par exemple, d'amener des respirations pour éviter justement un rythme trop effréné et laisser aussi des soupapes aux spectateurs. D'accord, il y a même la danse, parfois dans votre spectacle. On va en parler juste. Mais mais Tina Arditi, juste, vous aussi dans l'écriture, en fait, quand on fait une trilogie, on doit scénariser, il faut imposer un rythme, il y a des retours en arrière, on bouge d'un lieu à l'autre, à Istanbul, mais pas seulement, en Suisse. Il y a tout un travail d'artisan dans l'écriture d'une trilogie, de manière à ce que chacun des livres puisse être lu indépendamment des deux autres. Donc il y a des retours en arrière, mais ils ne doivent pas être trop lourds, doivent être légers, courts et clairs. Il y a un travail que je n'avais jamais fait, je l'ai fait cette fois. Et à travers la danse, Fouad Boussouf, comment on travaille en termes de rythme, de séquence, comment vous créez, vous? Alors pour la danse, on peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est le plateau qui décide. C'est le plateau, les interprètes. Ouais. Qu'est-ce qui ressort en fait du plateau? Qu'est-ce qui ressort des interactions entre les uns et les autres? C'est ça qui donne quelque part le rythme. Ouais. Alors à propos des interprètes, puisque vous me lancez dessus, un mot quand même sur Asdine Benamara. En sortant de la pièce de théâtre, les premiers mots qui viennent à l'esprit, je l'entendais, j'aime bien écouter ce que disent un peu celles et ceux qui viennent dans le spectacle, c'est: tu as vu le nombre de rôles qu'il a joué? Il en joue combien franchement? 3, 4, 5? Ah non, beaucoup plus. C'est fou. Il fait toute la partition masculine, mais... Hormis Nassim. Ben, c'est lui, oui, c'est bien lui, ouais, même lui. Il fait tous. Il est bluffant, alors il n'y a qu'un seul acteur masculin au plateau. Oui. Magali et Pauline jouent la mère, Maëlys joue Eva. Aïda m'a regardé, elle me dit: mais c'est lui. C'est lui. Oui, c'est lui. Et ce que j'adore avec cet acteur, c'est que il est à l'aise dans tous les personnages. En fait, c'est évident dans chaque rôle. Ah, c'est bluffant, ouais. Et il porte aussi cette pièce, Le Dernier Cèdre du Liban. On raconte pas tout, on verra pourquoi Le Dernier Cèdre du Liban, en allant voir votre spectacle. Mais Tina Arditi, on continue de voyager. Bosphore Tango, 3e volet de votre trilogie. Vous nous plongez à nouveau au cœur d'Istanbul. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette ville très symbolique? Écoutez, Istanbul, c'est Rome, la Rome antique, plus Athènes, l'Athènes de l'Antiquité, plus Jérusalem, qui se sont donné rendez-vous à Byzance. C'est-à-dire que c'est une ville d'une épaisseur culturelle, spirituelle, morale, guerrière aussi, inégalée. Donc quand on va à Istanbul, on est certain de faire des découvertes, même si on y retourne très souvent. Et vous nous emmenez en septembre 1955. Un pogrom d'une grande violence va viser des communautés grecques, arméniennes, juives. Le centre-ville est saccagé et on a Renée, une jeune arménienne, qui va dans les dédales comme ça de l'avenue de la grande avenue de la Libération, essayer de retrouver quelqu'un. Un ancien amour dont elle avait attendu un enfant, qu'elle avait enlevé 13 ans plus tôt. Et cet amour va renaître et va donner naissance à un personnage que l'on retrouve dans la deuxième partie de Bosphore Tango, dont on se demande d'où il tombe
eh bien, on le verrait, on comprendra. Alors, l'ancien amant s'appelle Jaco. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête sur le personnage Gülgül, un lutteur turc qui est non seulement un fil conducteur dans vos 3 romans. Oui. En quoi son histoire, ses origines incarnent, selon vous, la Turquie et sa diversité? Alors, Gülgül, qui apparaît pour la première fois dans un de mes romans en 2007, c'était Loin des bras. Ouais, avant la trilogie. Bien avant, Ouais. parce qu'ensuite il est réapparu au moins 4-5 fois. Et je suis très attaché à lui, et la raison pour laquelle j'ai écrit cette trilogie, c'était surtout de le retrouver. Gülgül est le fils biologique de Moussa Bey, né à Constantinople, juif, mais converti à l'islam par amour de toute la tradition des derviches tourneurs, c'est-à-dire la danse, la musique, la calligraphie aussi. Et sa mère est arménienne, chrétienne. Son père adoptif est musulman, lui-même est musulman, pratiquant. Et il incarne en quelque sorte la trilogie qui était l'incarnation de la bonne entente entre communautés pendant 4 siècles. Ouais, et il est question de la danse, évidemment, le tango. Un petit extrait, les yeux sur les danseurs, Selim s'interrogeait. Quels étaient leurs sentiments à l'égard de ce pays qui, par des moyens tantôt insidieux, tantôt brutaux, les poussait à s'exiler? Était-il conscient des risques qu'il prenait à rester jusqu'à l'heure de trop? Mais comment quitter le paradis, autant en profiter en s'accommodant d'une vie au jour le jour? Selim, il y a un peu de Metin Arditi en lui? Oui, je crois bien qu'il y en a même beaucoup. Ouais. Absolument. Oui, oui. Mais il y en a, vous savez, on est toujours dans ces personnages. Il y a évidemment beaucoup de moi dans Gülgül, mais aussi dans les personnages féminins, dans Bella, dans Denise, dans Selim, dans Jaco aussi, qui est un peu un drôle de coco. Ouais. Nobody's perfect. Et Metin Arditi, Bosphore Tango, est-ce qu'on peut dire que c'est un refuge pour les communautés minoritaires turques en Suisse? Absolument. Elle se retrouve avec grand plaisir parce que, comme je l'ai vécu moi-même, chaque fois que je retourne à Istanbul, on ne quitte pas sa terre natale. On y est attaché d'une manière particulière et chaque retour à Istanbul, c'est la source d'émotion, d'une profondeur, d'une violence et d'une beauté aussi que je retrouve nulle part ailleurs. Même quand on n'y a vécu que 7 ans, entre guillemets. Même, oui, parce que ce sont les 7 années les plus importantes de la vie, n'est-ce pas? C'est les années de la petite enfance où on a reçu énormément d'amour et dont on ne garde que des souvenirs merveilleux. Voilà donc pour Bosphore Tango, le 3e volet de votre trilogie. Fouad Boussouf, peut-être un mot sur Istanbul, vous y êtes déjà allé? Oui, en fait, ça fait partie d'un de mes premiers voyages à l'international. Avant de maîtriser l'anglais, j'étais obligé d'apprendre le turc et je suis arrivé dans cette ville comme dans un film. J'ai adoré la ville, j'ai adoré son histoire et depuis, en fait, j'ai redécouvert la culture ottomane de manière générale. Et on a un petit point commun, c'est les fameux 7 ans, parce que moi je suis parti de ma terre natale à 7 ans également, et à chaque fois que j'y retourne, il y a des souvenirs Le Maroc qui reviennent. Et Istanbul, c'était pour une histoire d'amour. C'était... J'ai failli dire, je me suis retenu, parce que nous on a l'information, mais Metin Arditi y pas d'ennui. allait. C'est une Je veux ville pas qui est faite pour d'ennui, ça. parce que quand j'y suis allé avec ma copine de l'époque, elle ne maîtrisait pas du tout l'anglais alors qu'elle en avait fait. Moi j'ai fait de l'allemand, et il ne demeurait que le turc pour essayer d'essayer de se faire comprendre sur place. Bon ben voilà, allez, on n'en dira pas plus sur la vie privée de Fouad Boussouf. Alors que peut-on faire avec un violon, un arche et un ballon? Réponse, un miracle de virtuosité. Avec Hub, vous êtes particulièrement d'actualité. Un footballeur qui jongle au rythme des états d'âme d'un violoniste. Regardez, appréciez.
Up de Fouad Boussouf. Comment est née l'idée de cette création? Par un grand hasard. Comme beaucoup de créations, presque, j'ai envie de dire. En fait, j'ai rencontré Paul Bolina, qui est foot freestyler, qui est classé. Je ne sais plus les titres exactement, mais en tout cas, il est classé au niveau français. Et au niveau mondial, oui. Il avait fait déjà un premier solo. Je l'avais accueilli dans le cadre d'un festival. Et j'ai trouvé qu'avec ce ballon, c'était un danseur quelque part. Et sans ballon, c'était aussi un danseur. Et je me suis dit, certainement, il y a quelque chose à faire avec ce personnage. Et vraiment par hasard, je ne savais pas où on allait aller. Au départ, c'était un solo, pour tout dire, presque. Et ensuite, j'ai appelé un autre personnage en couleur qui est Gabriel. Et moi, je suis fan de foot, fan de ballon. Allez les Bleus, Dima Maghreb. Et j'aime la musique. Donc, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, dans notre métier, c'est de faire des rencontres, en tout cas de faire rencontrer des disciplines un peu improbables. Et là, je me suis dit, allez, le challenge, c'est ça. Ça a commencé très simplement. Et la magie opère Up, donc. Et parmi vos spectacles dont on voulait parler, il y a aussi Nas. On regarde. Voilà pour Nas. Pourquoi ce titre, Fouad Boussouf? Nas, c'est-à-dire en arabe les gens. Et je voulais faire un spectacle autour de ce qui m'a un peu construit et de ce que j'ai vécu aussi au Maroc. Et j'avais envie de faire une pièce de théâtre dansée autour de la rue arabe au départ. Et pour moi, c'est un grand spectacle, la rue arabe, de manière générale. Et avec ces hommes qui... Voilà, je voulais aussi faire parler ce qui était de l'ordre du tribal, de l'ordre du spirituel aussi. Ayant grandi au Maroc, c'est une terre de... Ma région en particulier, Moulay Idriss et Zerhoun. Et Meknès, c'est une terre de spiritualité. Et je voulais faire part de ces émotions-là, de l'enfance particulièrement. De cet héritage. C'est une pièce très, très universelle qui raconte une forme de solidarité entre les hommes. Et je crois qu'on en a besoin en ce moment. Juste tout à l'heure, je ne vous ai pas demandé, Aïda Asgharzadeh, vous êtes déjà allé au Liban, vous aimeriez montrer cette pièce, vous auriez dû par le passé, mais il y avait eu l'explosion du port de Beyrouth, c'est ça? Oui, par 2 fois, on a été empêchés de jouer ce spectacle au Liban, à Beyrouth, et normalement, enfin, on y serait en décembre prochain. Alors, il y a aussi, en principe, en décembre prochain, c'est ce qu'on vous souhaite, Yes, avec un tréma sur le E. Parlez-nous de ce spectacle dont on va voir aussi des images. Yes, c'est une histoire de jeunes enfants. J'ai transmis la danse à beaucoup de danseurs et il s'avère qu'il y a 2 danseurs extrêmement talentueux par leur danse, par leur rapport au rythme et à un moment donné je me suis dit mais pourquoi ne pas travailler autour de cette idée de communication par le rythme. Et c'est une pièce où il n'y a pas une note de musique, si ce n'est celle des corps, si ce n'est celle du sifflement ou du beatbox. Et on reprend les grands classiques des airs de musique, que ce soit le Bon, la Brute et le Truand, la Panthère Rose, la Famille Adams, etc. C'est de la musique. Et c'est de la musique. Mais ça se joue qu'avec des corps. Voilà donc pour tous ces spectacles de Fouad Boussouf donc, qui tournent un peu partout dans le monde. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, ça vaut franchement le détour. Nous vous emmenons maintenant à la rencontre de Mohamed Saïd Cher, artiste autodidacte. Il peint et met en scène la jeunesse tangéroise. Vous allez le voir, c'est impressionnant, la manière classique des grands maîtres du XVIe siècle. Reportage de Moninov entre Paris et Tanger au Maroc. Mohamed Saïd Chahir peint à la manière classique des grands maîtres du XVIe siècle. Avec ce réalisme brut, du peintre italien Le Caravage, sur des toiles grand format contrastées en clair-obscur. À un détail près, l'artiste marocain met en lumière la jeunesse tangéroise à partir de mises en scène vivantes. J'essaie aujourd'hui de dépeindre la société tangéroise en dehors du cadre fantaisiste que les artistes orientalistes ont pratiqué. Donc c'est ce qu'il faut aujourd'hui mettre en avant, c'est cette jeunesse qui est détachée du folklore, qui est détachée du cliché, quoi. Il est lui-même plus souvent basket que babouche, casque de boxe que tarbouche. Et s'il ne peut pas voir les clichés en peinture, il s'en sert en revanche pour ses tableaux. Grâce à la photo, il fixe le réel, le mouvement, prépare visuellement ses toiles, riches en détails. Pour sa première exposition à Paris, ses œuvres impressionnent de réalisme contemporain.
Les plissés synthétiques ont remplacé les drapés de soie du XVIe siècle. Les caisses de soda servent de guéridon et aucun visage n'apparaît. Mohamed, dans ses toiles, il revisite la notion du portrait. Donc pour lui, c'est pas le visage qui compte, c'est plutôt les gestes, c'est plutôt les vêtements, c'est quelque chose de plus général. Si dans son atelier de Tanger, Mohamed Saïd croque encore quelques traits, c'est pour lui le corps qui compte. On ne peut pas mentir avec son corps. Je pense que le corps, c'est un moyen qui est plus direct, plus brut, plus honnête. Le tout dans un écrin réel. Ici, la mythique cinémathèque de Tanger, chère à la jeunesse. Dernière mise en scène et défi de taille. Tous les figurants doivent être comédiens, danseurs ou athlètes. Pour jouer, figés, visage caché. J'ai travaillé déjà une fois. J'ai pas compris le premier jour le concept. Et là, je comprends mieux. C'est pour ça qu'ils travaillent beaucoup avec des acteurs et des danseurs aussi, parce qu'ils ont aussi la même concept de l'intention avec le mouvement. Pas juste faire le mouvement comme ça. Voilà. Pas si simple. Comment ça va? Ouais, ça va. Ça sert un peu, mais ça remonte. L'adrénaline commence à remonter. Pensée peinture classique italienne dans une ambiance cinéma tangérois. L'entre-deux est compliqué, mais les toiles de Mohamed Saïd sont enfin là. 2h du matin, dernier cliché. Les peintures prendront jusqu'à 4 mois pour sortir de son atelier. Voilà pour cette belle rencontre artistique. Place maintenant à vos coups de cœur, chers invités. C'est notre séquence atmosphère. Du cinéma pour Aïda Asgharzadeh, vous avez choisi le film Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami. Pourquoi ce coup de cœur? Pourquoi faut-il voir ou revoir ce film? Alors l'histoire est vraiment très simple. C'est un enfant qui passe le film à chercher son camarade de classe pour lui rendre son cahier. Et il va avoir évidemment des embûches. C'est donc tout simple, mais c'est un film très symbolique, comme toutes les œuvres de Kiarostami. Et je trouve ça assez important, puisque c'est comment la solidarité, l'entraide, la conscience morale vont primer sur la loi établie. Et parfois, il faut bousculer l'ordre pour ses propres principes. Même chez les tout petits, Metin Arditi. Alors, c'est la première fois, il me semble, dans Maghreb Orient Express, qu'on a un coup de cœur sportif. La finale du tournoi de tennis de Roland-Garros, il n'y a pas si longtemps, avec la victoire de l'Allemand Alexander Zverev, qui a battu l'Italien Flavio Cobolli. Pourquoi du sport dans MOE, cher Metin Arditi? Alors, qu'il l'ait battu ou pas, c'est tout à fait accessoire. D'accord. C'était un spectacle de danse. Ouais. C'était très beau, très gracieux. C'était ce que je retrouve dans la danse chaque fois, c'est-à-dire la lutte contre la pesanteur, pour la liberté. Il y avait aussi une dimension spirituelle, parce qu'ils souffraient les deux. Ils ont passé par des... très chaud à ce moment-là. Oui, et pas seulement ça, mais c'est quand même... C'est physique. Ils ont passé par des moments difficiles, et surtout, ils étaient tout le long extrêmement gracieux. Souvent, dans des matchs de tennis, il y a des joueurs qui hurlent, qui crient. C'était d'une élégance, d'un raffinement, un régal. On a trouvé un consultant sportif, Metin Arditi, c'est très poétique. En tout cas, il a le ballon et le violon, il va peut-être faire une chorégraphie autour du tennis. Fouad Boussou, vous avez choisi une chanteuse, Laura Clausel. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette artiste? À peu près tout. La voix, les textes et puis la personne que j'ai rencontrée. Et j'aurais pu donner un coup de cœur autour de la danse, autour d'un livre, même du cinéma. Mais c'était important de parler d'elle et de remettre peut-être à l'honneur aussi la chanson française avec des textes. La chanson française avec des textes et les paroles. Voilà donc pour ces coups de cœur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à MOE. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais avant de vous quitter, nous tenions toutes nos équipes ici à rendre un hommage particulier à notre collègue Isabelle Graciani, chef maquilleuse à TV5 Monde. Elle nous a quittés à l'âge de 59 ans après avoir consacré 39 années de sa vie à notre chaîne. Passionnée par son métier, elle savait sublimer les journalistes et les invités qu'elle accueillait chaleureusement et toujours avec bienveillance. Voici une photo souvenir d'Isabelle sur le terrain à Alger. C'était pour une émission de Maghreb Orient Express lors du Salon du Livre. Isabelle Graciani qui m'a aussi beaucoup parlé de la Corse, une terre qu'elle portait dans son cœur. Nous pensons très fort à sa famille, ses proches et à ses amis. Merci de votre fidélité à TV5 Monde et à la semaine prochaine.